Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Comme le matraque la publicité, il est important de manger 5 fruits et légumes par jour. Et quoi de mieux que de manger des fruits et légumes locaux ? Que vous soyez en Charente, en Île-de-France ou encore dans l'Est, l'Ouest, le Nord ou le Sud de la France, manger de saison et local est meilleur pour la santé et pour l'économie d'un territoire. Pour en parler, je suis allé à la rencontre de Yann Combeau, arboriculteur bio à Blaison-Saint-Sulpice dans le Maine-et-Loire. Bonjour Yann. Bonjour Yves. Alors, toute première question, qu'est-ce que l'arboriculture ? Alors l'arboriculture, c'est la science des arbres fruitiers, si on peut dire. C'est pas la science, c'est un grand mot, mais c'est la culture des arbres fruitiers. Voilà, c'est des arbres qui vont donner des fruits, donc ça peut être le pommier classique jusqu'au châtaignier. Voilà, ça peut être des plus gros arbres comme ça. D'accord, et donc à la lutte du fruit, c'est ça ? Des fruits. La lutte des fruits, ouais. très important. Quels arbres vous cultivez en fait directement ? Alors moi au début j'avais un projet de cultiver surtout des arbres fruitiers un peu classiques, pommes, poires, pêches, abricots, enfin, voilà. Parce que je me suis aussi formé en Ariège dans le sud où ils cultivent pas mal abricots, pêches. Et puis moi je suis originaire de Charente-Maritime où là-bas il y a pas mal de pêchers et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et c'est un de mes fruits préférés, donc voilà. Mais bizarrement ma production principale c'est le raisin de table. Et vu que je le mène comme un arbre fruitier, je le considère comme un arbre fruitier et pas comme une vigne pour faire du vin. Voilà, en fait, c'est la même plante, mais moi je le considère comme un arbre fruitier au même titre donc pêche, abricot, pomme, poire. Et aussi des petits fruits, framboises, myrtilles. Okay. Principalement ça. D'accord. Et donc sur l'exploitation, il y a combien à mesure, comment ? Alors moi je préfère dire ferme, c'est plus joli. Ferme, ok. Ou le champ, donc voilà. Ça fait un petit peu moins de 3 hectares, donc il y a 1 hectare de raisin de table. Il y a aussi un petit peu de maraîchage. Et après c'est dans l'ordre de grandeur, c'est pêcher, abricotier et pomme poire à peu près au même niveau. Voilà. Dans l'idée, c'est aussi au sein de chaque espèce fruitière, donc admettons on va prendre le pêcher, c'est d'étaler les récoltes sur 2 mois, on va dire. À chaque fois, j'essaie d'avoir des variétés qui vont succéder pour pas avoir une période trop forte de cueillette. Et l'avantage d'étaler comme ça les périodes de floraison et donc après de récolte, c'est aussi au printemps quand on a des gels. Tout ne gèle pas d'un coup. S'il y a un gel à un moment donné au printemps, et ben ça va taper les arbres qui sont en fleurs. Mais ceux qui vont être plus tardifs, ils vont passer à travers les gouttes. Donc le fait d'étaler et d'avoir une diversité comme ça de fruits et de variétés au sein de chaque fruit, ça fait aussi qu'on évite les gros désastres en récolte, quoi. Voilà. Et justement, au niveau de la ferme, parce qu'on voit il y a des gels qui peuvent être encore tardifs, ça peut arriver, les chaleurs, la gestion de l'eau, comment vous arrivez à gérer tout ça. Ouais, c'est vrai que là, c'est des vraies questions qui, pour moi, en plus, sont super importantes parce que là où je suis, c'est donc je cultive sur la commune de Blaison-Saint-Sulpice, et c'est un petit coteau nord. Donc ça, c'est intéressant pour le gel. Alors c'est un peu contre-intuitif. On pourrait dire tiens, nord, c'est parce que ça se réchauffe moins vite le matin. Il n'y a pas le soleil qui va venir tout de suite taper sur les fruits. Parce que là, le principe du gel, c'est un dégel trop rapide. En fait, une fleur qui est gelée est pas forcément morte, mais si elle dégèle trop rapidement, là, elle est très sensible. Alors que si c'est un dégel plus doux, voilà. Et pareil, c'est sur un coteau qui est pas mal venté, donc il y a plus de circulation d'air et donc moins de zones froides, comme dans les bas-fonds, on va dire quoi, en bord de bois ou de forêt, où là, des fois, on peut avoir des zones où le gel reste, le froid reste. La terre est très très peu riche, très pauvre, donc le problème, c'est que le sable, quand on voit les températures qu'on a, voilà. Donc je suis obligé de couvrir en permanence. Donc moi, il y a beaucoup d'herbe, beaucoup d'enherbement qui fait que ça protège le sol. Alors après, ça a aussi un rôle où ça va puiser de l'eau qui pourrait être utile pour les arbres, mais je roule l'herbe, j'essaie de faire en sorte d'avoir comme un paillis permanent en fait. Et pareil, quand il y a des gros orages, si je laisse ma terre à nu, tout s'en va dans le fossé, quoi. Toute la petite matière organique que j'ai réussi à faire au fur et à mesure des années, ça en va à chaque fois. Ça, c'est un lessivage qui est fait sur des terrains sableux qui sont très peu structurés.
Donc c'est vrai que c'est énormément de questionnements et puis chaque jour on en a des nouveaux. Enfin bon, voilà. Ah bah c'est sûr qu'on s'ennuie pas dans ce type de métier. C'est sûr. Et donc cette ferme, ça fait combien de temps qu'elle est mise en place ? Eh bien moi je suis le statut de jeune agriculteur que depuis 2022, début 2022, et la ferme ça c'est début 2019. Donc là c'est sa 4e année. Donc c'est vraiment... Puis en fait, je suis parti d'un terrain... Comme certains diraient, je suis parti d'une page blanche. Mais moi, c'est exactement ça. Je suis parti d'un terrain labouré, où avant, c'était du sarrasin. Et de ce terrain labouré, j'ai tout planté. Et donc, fallait mettre en place aussi le système d'irrigation, de palissage, les plantations. Donc, j'ai travaillé avec des arboriculteurs bio du coin. Et aussi, une structure qui est vraiment super importante en associatif, c'est les croqueurs de pommes. Les croqueurs de pommes, ils ont un rôle très important sur la biodiversité du végétal et des fruitiers parce qu'ils conservent, c'est un vrai conservatoire, hein, et surtout pommiers et poiriers, et ils ont des variétés qu'on ne trouve plus ailleurs et des variétés qui maintenant même intéressent certains chercheurs par rapport à leur rusticité, à la résistance à la sécheresse, à certaines maladies. Voilà. Donc on revient aussi piocher dans ce réservoir de biodiversité fruitière qui est énorme et qui disparaît parce que maintenant on voit des arboriculteurs qui sur 10, 15, 20, 30, 40 hectares cultivent 2 variétés de pommes, quoi. Même une des fois. Donc voilà. Donc là, autant dire que pour tout, c'est un peu une catastrophe parce qu'il n'y a pas de diversité du végétal. Si vous avez du parasitisme ou une maladie qui arrive, c'est-à-dire que tous les arbres les uns à côté des autres sont les mêmes. Donc autant dire qu'il n'y a aucune barrière pour les maladies, pour les parasitismes. Donc là, on est encore obligé d'avoir des produits chimiques de plus en plus forts. Enfin voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais la diversité des cultures, faut faire attention parce que si on veut en mettre partout, c'est super compliqué pour faire des traitements parce que faudrait traiter une partie là, une partie un peu plus loin, une partie là. Si on veut tout mélanger les espèces fruitières et voilà. Parce que souvent quand on parle il y a des nouveaux projets agricoles, on en entend pas mal parler, où on va dire moi je veux tout mélanger, mettre tous les fruitiers, plein de fruitiers sur une même parcelle, ce qui est un peu mon idée de base aussi, hein. Mais après il y a la réalité des choses, ou même quand on récolte, suivant les périodes de récolte, on va dire tiens là j'ai récolté des pommes là, ah oui tiens celui de la même espèce il est 100 mètres plus loin à gauche dans le 3e rang, et là c'est pas possible quoi. Là on fait et puis même niveau carburant parce que le tracteur, tout ça, enfin après il y a aussi une cohérence quoi. Donc moi je marche par groupe de variétés, je les mets à la suite, mettons dans mes pommiers. J'ai des pattes de loup, après j'ai des cours pendus, après il y a de la clochard, après voilà, pareil dans les abricotiers et les pêchers, les variétés se suivent, et puis j'essaie de marcher comme bloc d'espèces fruitières. Donc les abricotiers ensemble, les pêchers ensemble, parce que si je mélange tout, je m'en sors pas, c'est trop compliqué. Et vous avez des certifications sur la ferme Alors oui, depuis le début. Donc quand je suis parti de ce terrain cultivé, j'ai tout de suite voulu la certification bio. Et comme ça, dès le début, je suis parti. Le terrain était avant conventionnel. Le temps de passer en bio, c'est 3 ans. Et le temps de planter les arbres et que les premiers arbres donnent le raisin de table, la vigne, c'est 3 ans à peu près pour donner. Donc ça a fait que les premières récoltes ont pu être certifiées bio. Mais dès le début, oui, j'ai voulu faire du bio directement. De toute façon, un projet comme ça, en vente directe, sur une petite ferme, une petite surface, c'est de toute façon bio. Sinon, même au niveau prix, intérêt des citoyens, des locaux, c'est sur le bio. Voilà. Après, il faut aussi essayer d'avoir un bio compétitif pour pas vendre un bio hors de prix, quoi. Et comment vous faites justement pour conserver ensuite tous ces fruits pour les vendre ensuite derrière? Ouais, alors là c'est un bon exemple parce que ce matin je viens de ramasser des framboises, des fèves aussi là, et les framboises, principalement je les garde dans une maison au frais parce que ça part de toute façon dans la journée, ça les framboises il n'y a pas de problème. Et après les autres fruits comme le raisin de table, j'ai des grands troglodytes chez moi, et ce qui fait que, des caves troglodytiques exactement, et ce qui fait que j'ai mis des linéaires d'étagères et je les mets là-dessus, et j'ai une température qui varie grosso modo de 8 à 10 degrés. Et pour une conservation comme le raisin, c'est super, quoi. C'est vraiment génial. Parce que ça garde, il ne flétrit pas. Dans des frigos, des chambres froides, il peut se dessicquer, presque perdre de l'humidité, de l'eau qu'il a à l'intérieur et devenir beaucoup moins bon. Alors que là, je peux le garder presque 3 semaines dans des caves comme ça. Ce qui me permet une rotation après je ressors quand j'ai des commandes, admettons, des grosses commandes via les AMAP. Donc les associations de maintien d'agriculture paysanne. Là, je ressors pour préparer des commandes. Mais la semaine, quand je cueille, tout va en troglo tout de suite. Ça, c'est bien.
Oui, justement, j'allais vous poser la question de votre réseau de distribution. Donc, c'est principalement des amas, puis on peut venir sur la ferme. Ouais, c'est suivant les productions. Là, les framboises, c'est quelque chose d'un peu plus confidentiel parce que j'ai moins de production. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens qui me suivent, j'ai aussi des sentiers de randonnée en haut et en bas du champ. Et en fait, les gens s'arrêtent d'eux-mêmes pour savoir quand est-ce que c'est là les framboises, quand est-ce qu'ils peuvent manger les tomates. Enfin, voilà. Et donc, il y a ce réseau-là. C'est des contacts que j'ai fait au fur et à mesure du temps. Et donc, je les préviens par mail. Certains, c'est même par SMS parce que je sais très bien qu'ils vont commander ça. Voilà. Il y a des gens aussi, des anciens qui peuvent pas trop se déplacer, ou eux, c'est tout près du champ, donc c'est comme ça que ça se passe. Soit ils viennent, soit je leur dépose, vraiment tout près. Sinon, on a mis en place, là, c'est une association de producteurs et d'artisans locaux qu'on met en place cette année. C'est à Blaison, en face d'un fournil, le fournil de Christophe, la fournée de Christophe s'appelle. Et c'est un super pain bio excellent qu'il fait. Et le mardi, il ouvre de 16h30 à 20h. Et nous, en fait, l'année dernière, j'ai un peu mis ça en place d'une manière, un peu comme ça, on y allait un peu au culot. J'ai mis une table devant avec les fruits et les légumes que j'avais. Et puis, les gens qui venaient acheter le pain étaient super contents de trouver ça. Et donc, après, il y a eu une personne qui faisait des tisanes qui s'est mise avec moi. Après, il y a eu une artisan céramiste qui est venue. Et puis là, on est en train de monter une asso pour que ce soit un peu plus carré quand même. Et puis, on est quand même sur l'espace public. Et donc, ouais, il y a eu un super accueil de la commune. Et donc, voilà, ça se met en place. Donc ça, ce genre de petit marché vraiment local, c'est exactement moi dans le type de vente que je veux faire, quoi. Ok. Et alors, donc on a parlé donc de la lutte des fruits. Vous avez cité la fève, les légumes, les tomates. Ouais. Même si le tomate, on dit que c'est plutôt un fruit, mais c'est-à-dire que vous faites aussi donc du maraîchage. Oui, en fait, c'est un peu une demande. Le fait de s'installer devant le fournil de Christophe, là, c'est été, automne, et puis un petit peu l'hiver des fois. En fait, je me suis rendu compte que, oui, là, je commence à avoir des fruits comme les framboises, certains petits fruits qui s'appellent des baies de mai, c'est un peu comme de la myrtille. Pareil, des myrtilles qui vont venir aussi bientôt. Mais je me suis dit, mais les gens, il n'y a pas de maraîchers dans le coin. Il y a des villages où il y en a, des super maraîchers, et là, il n'y en a pas. Et moi, là-bas, c'est pas du tout dans mon projet. Mais j'avais des surfaces encore, quelques petites surfaces, et notamment ce que je fais cette année entre les rangs de fruitiers. Là, j'ai des patates entre les rangs d'abricotiers. Ah oui. Parce qu'il y a 6 mètres entre chaque rang pour que l'arbre se développe bien. Et ces 6 mètres, je me dis, pourquoi pas mettre des pommes de terre, pourquoi pas mettre, là, entre les pommiers et poiriers, j'ai des haricots verts. Voilà. Et en fait, je me suis dit, voilà, on va mettre ça. Donc, ce que je produis principalement, c'est haricots verts, pommes de terre et tomates. En fait, des légumes d'été, quoi. Et puis là, cette année, j'ai fait aussi un petit peu betterave, petits pois, fèves. Pour moi, après, voilà, le truc, c'est quand on met la main dedans, il faut arriver à s'arrêter parce qu'après, on n'a plus le temps pour tout bien faire. Mais, et justement, voilà. Au niveau de l'accès au soleil pour tous ces légumes, entre les rangs, il y a suffisamment... Là, c'est des jeunes arbres. Donc, d'accord. Ça permet pour l'instant, là, les 6 mètres, les arbres font pas un énorme ombrage. Et ce que je vois aussi d'intéressant, c'est qu'il y a... c'est vrai que les anciens nous ont toujours dit les légumes, faut les mettre en plein soleil. Et ils avaient raison. Mais ils connaissaient pas forcément des étés comme nous, on a maintenant tous les ans. Ils pouvaient en avoir occasionnellement, mais comme nous, on a maintenant tous les ans. Là, on est en juin, on est à 30 degrés tous les jours. Voilà, c'est parti, quoi. Bon, il n'y a pas vraiment de transition, quoi. Et en 15 jours, on est passé à 20 mm, 30 mm d'eau, assez frais, à 30 degrés. Voilà, depuis une semaine, bon. Et ce qui fait qu'en fait, ces arbres-là, il y a énormément d'évapotranspiration des arbres, ça crée un petit climat. Et l'ombre que ça peut faire, au final, ça apporte quand même un certain couvert qui est pas complet. On n'est pas sous une forêt, mais ce couvert-là est super intéressant. Alors peut-être pas pour tout. Les tomates, on va pas les mettre complètement sous les arbres parce que elles, c'est vraiment méditerranéen. Faut que ça y aille, quoi. Mais sinon, il y a des... Je sais que l'année dernière, ce que je fais là cette année, j'ai mis en place l'année dernière et j'ai vraiment vu le résultat et que j'ai continué cette année, c'est faire sur les framboises des ombrières. Carrément, j'ai coupé des bambous en deux sur la longueur et je les ai mis pour faire un toit au-dessus des framboisiers. Parce que l'année dernière, tous les bouquets de fleurs de framboises qui n'étaient pas à l'ombre ont cramé. Là, il y a des gens qui viennent m'acheter des framboises qui disent moi, il a complètement séché mon pied. Et en fait, je me suis rendu compte que cette ombrière, ça crée aussi de casser le soleil direct. Et c'était pas mal, quoi. Okay. Donc finalement, le gros soleil, plein soleil, c'est pas toujours ce qu'on souhaite. C'est ça. Quoi. Finalement, il y a des techniques qu'on nous a appris ou des techniques qui sont transmises qui finalement étaient pas les meilleures. Quoi. Techniques des anciens aussi quand même. Hein. Il y a beaucoup d'anciens qui marchent avec ce principe d'ombrière, mais c'est vrai. Oui, on remet un peu en question des fois le côté plein soleil pour tous les légumes. Typiquement la framboise, normalement c'est un truc de lisière de bois. Enfin voilà, à l'état naturel.
Donc là, c'est sûr, si moi je la mets dans mon sable en plein soleil, enfin là, la transition est dure. Ouais. Donc voilà, on essaie d'avoir des techniques pour offrir un milieu, parce que c'est un peu le souci aussi de la diversité, c'est que toutes ces espèces fruitières ont un milieu naturel, si on peut dire, bien différent pour chacune, et moi je veux toutes les faire cohabiter sur 3 hectares. Donc voilà. Donc faut arriver à trouver des techniques pour adapter chacune, que ça aille le mieux pour elle, quoi. C'est clair. Alors, il y a une question que je pose à tous mes invités, qui est: est-ce que vous pensez que les futures générations ont justement cette fibre un peu éco? Économique ou écologique? Ah bah justement. Les deux peut-être. Et oui. Éco. Moi, là, les projets que je vois, là, il y a une personne qui est en portage de projet qui est avec moi, qui veut faire du cidre en local. Là, il y a plein de petits projets super intéressants sur des petites surfaces et qui sont un petit peu comme on voudrait que les fermes redeviennent, un petit peu plus à taille humaine et beaucoup plus nombreuses dans les campagnes et tenues même par des collectifs ou, enfin voilà, essayer d'avoir plus de vie comme ça dans les campagnes. Et donc, ce rôle économique, je pense que de toute façon, ils l'ont parce que quand on s'installe, comme moi, là, je me suis installé avec la chambre d'agriculture, avec le Gabanjou, qui est un groupement d'agriculteurs biologiques, on est très entouré et on est poussé à mettre des chiffres en face de nos projets. Parce que les rêves, c'est bien, ça permet de développer plein de choses. Après, il y a la réalité, il faut aller se confronter. Là, notamment, la fille qui est avec moi, enfin qui est en stage avec moi, là, c'est le stage paysan créatif, ça s'appelle, et ça, c'est le GAP qui gère ça. Non, la SIAP même d'ailleurs. Bon, tout ça, c'est lié, hein, c'est des relais paysans. Et c'est pour confronter son projet. On va chez des professionnels donc elle va chez des cidriers. Moi, elle vient pour la taille des fruitiers. Elle va, enfin voilà. Et pour dire comment ça se passe, économiquement, comment ça peut se passer pour moi, parce qu'ils sont obligés de mettre des chiffres. Maintenant, on n'accepte plus des projets si ils sont pas chiffrés. Et puis, c'est surtout si on voit pas la viabilité à long terme. Donc ça, je pense que on est obligé d'avoir cette réalité en face de nous économique, qui est très bien. Et après, le côté écologique, oui, forcément. Après, on n'est pas on gravite tous avec des gens qui pensent un petit peu, qui ont cette fibre-là. Mais moi, je vois au niveau des habitants, du territoire, là, vers Blaison, c'est très très présent. Les anciens, même qui marchent, parce que donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des sentiers de randonnée, le nombre d'anciens qui s'arrêtent, des groupes de marcheurs, pour discuter de tout ça et voir, demander des conseils ou parler de eux, comment est-ce qu'ils font. On sent vraiment cette fibre et ce retour à des fois des pratiques très simples, mais vraiment liées à se reconnecter avec la nature et se dire, c'est pas parce que, admettons, j'ai des invasions de ça qu'il faut absolument lutter contre ça. D'avoir un système un peu plus global, quoi, une vision plus large. Et ça, c'est intéressant. Là, on a des vraies discussions. On peut discuter des heures. Bon, des fois, faut que je m'éloigne de ce chemin de randonnée parce que sinon, je travaille aussi un peu. Mais non, mais c'est super intéressant. Ouais. Ok. Donc, on peut vous retrouver uniquement sur Instagram ou sur d'autres plateformes sur Internet? Alors moi, pour l'instant, c'est sur Instagram, donc la lutte des fruits. Et après, en fait, le principe, c'est qu'on m'envoie un mail et comment j'envoie. Après, j'ai créé un listing où dès que là, je vais le faire cet après-midi, ce midi. Dès que j'ai des infos sur la cueillette, sur des récoltes, sur toutes sortes de choses ou des événements que je fais. Admettons, on a buté des pommes de terre en traction animale. Et on a récolté aussi les pommes de terre comme ça. Donc c'est une copine qui a un cheval de trait et qui travaille un peu comme ça. Et là, c'est un événement un peu familial parce que bon, derrière le tracteur, c'est pas rigolo, alors qu'avec un cheval, c'est plus sympa. Ah bah c'est sûr, ouais. Donc là, j'envoie ces mails-là pour dire, si vous voulez, il y a ce rendez-vous-là. Après, ça peut être sur des ventes, sur toutes sortes de choses. Mais je marche beaucoup par mailing. J'ai pas pour l'instant de site internet. On verra après, suivant comment ça marche. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. C'est ça, ouais. Mais Instagram, je suis pas très réseau social à la base. Mais Instagram, j'adore le côté photo. Et le visuel, je trouve ça super important, même pour parler de ce qu'on fait. Et je regarde aussi beaucoup de choses d'autres personnes dans mon domaine sur Instagram, mais pas que, dans l'art ou quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant comme support, quoi. Le côté esthétique, je trouve que même dans l'agriculture, quand vous allez chez quelqu'un où il y a du bazar de partout, il y a du plastique, c'est pas beau, c'est pas du tout accueillant, c'est pas une supervision de l'agriculture, quoi. C'est vrai. Alors faut avoir ce côté aussi terre à terre, bien sûr. Il faut pas vivre dans un beau tableau. Une belle peinture, mais il faut avoir ce côté où si les gens veulent venir et se rapprocher de ce côté les pieds dans la terre et puis voilà comment fonctionnent les agriculteurs, faut aussi les accueillir dans un cadre qui leur donne envie, quoi. Tout à fait. Donc ça, je trouve ça intéressant, ouais.
Ouais, c'est top. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yann pour cet échange. On a appris plein de choses intéressantes, encore une fois. Et donc, j'encourage tout le monde à aller. Donc, c'est La Lutte des Fruits, tout simplement. La Lutte des Fruits, voilà. Sur Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Il s'agissait du dernier de la saison 4. Merci de partager cet épisode au plus grand nombre via les réseaux sociaux ou par email. Merci pour vos commentaires, vos étoiles sur Apple Podcast ou vos likes sur YouTube. Merci pour votre fidélité. On se retrouve cet été pour des épisodes spéciaux et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.